Écoutez, donc moi je dois faire les nouveautés sur l'angioplastie, donc qui est en fait le complément de la prise en charge de l'infarctus avec dans la chaîne de soins, comme vous l'a dit Frédéric, au départ les urgentistes, les gens du SAMU, et nous on est derrière, et donc on prend en charge le patient pour le revasculariser. Alors l'angioplastie, c'est quand même la technique qui est la plus utilisée pour la revascularisation myocardique. Essentiellement dans le contexte des syndromes coronariens aigus. Et vous voyez un petit peu ici une mise en perspective des progrès qui ont été faits. Et donc vous voyez bien que les progrès de l'angioplastie ici sont indissociables évidemment des avancées technologiques, mais également des progrès de la pharmacologie et de la prise en charge des patients. D'accord ? Donc ce n'est pas l'angioplasticien tout seul qui gonfle le ballon dans l'artère, qui fait progresser la médecine, hein, c'est celui qui l'amène rapidement, c'est, vous voyez, les médicaments qui ont permis au stent de connaître l'essor qu'il connaît, mais on voit qu'il y a des progrès technologiques qui sont permanents et qui permettent d'améliorer finalement la survie des patients. Alors nos collègues chirurgiens aussi font des progrès, bien évidemment. Alors dans l'histoire de l'angioplastie, ça a commencé avec les ballons dans les années 80. Et puis ensuite, ça a suivi à la fin des années 80 avec les premières endoprothèses coronaires de Palmachas qui ont été mis dans les années 85-86. Et le stent actif est arrivé à la fin des années, disons, 90. Donc vous voyez des progrès qui sont assez récents. Et ce stent, finalement, il a permis l'essor de l'angioplastie. Parce que l'angioplastie au ballonnet, c'était une technique un peu rudimentaire qui entraînait bien évidemment des déchirures endothéliales avec fréquemment des réocclusions qui nécessitaient des réinterventions et puis des phénomènes de resténose. Et c'est cette petite prothèse métallique finalement qui a permis l'essor de l'angioplastie et d'éviter ces rethromboses aiguës. Alors, les deux complications de cette prothèse métallique, c'est d'abord la thrombose de stent. Et elle a été vaincue grâce à la pharmacologie. Et encore une fois, la France a joué un rôle prépondérant là-dessus, puisque c'est Paul Baragan qui a découvert qu'associer deux antiagrégants plaquettaires dans les années 90, ça permettait de vaincre la thrombose de stent. Et beaucoup, à l'époque, l'ont pris pour un illuminé. Donc souvent, les bonnes idées, ça vient d'illuminer et qui persistent, qui sont tenaces. Et l'étape ensuite, ça a été la resténose. Et la resténose, en fait, elle a été vaincue grâce à l'utilisation de ce qu'on appelle les endoprothèses avec l'élution de médicaments. C'est-à-dire qu'on relarguait des petits médicaments qui inhibent le cycle cellulaire dans la paroi artérielle et qui évitaient cette prolifération intimale et les phénomènes de resserrement qui survenaient dans à peu près, disons, 30% des cas et qui étaient un petit peu le talon d'Achille de la technique. Et donc les stents actifs sont arrivés. Et de façon concomitante, on voit qu'il y a eu énormément de progrès technologiques, avec, vous voyez ici, la taille des endoprothèses sur à peu près une quinzaine d'années. Et vous voyez qu'on arrivait au départ avec des tailles de mailles d'environ 150 microns, et que maintenant on est aux alentours de 70 microns. Et donc dans l'endoprothèse active, le principe c'est qu'il y a un polymère qui est mis autour, vous voyez, de la maille métallique. Et dans ce polymère, on peut mettre des produits qui vont être élués dans la paroi artérielle pour éviter les phénomènes de resténose. Et c'est ça le principe du stent actif. Alors les premiers stents actifs qui ont été mis sur le marché, ce sont les années 2003-2004. Donc ils avaient encore des grosses mailles métalliques avec des polymères qui étaient non résorbables. Et donc ces endoprothèses étaient thrombogènes. Et vous savez que lorsqu'on a commencé à mettre des stents actifs, la communauté des cardiologues interventionnels était très contente, puisqu'en fait on avait vaincu la resténose et plus rien ne pouvait nous échapper. D'accord ? Et la thrombose de stent est revenue à cause de la thrombogénicité de ces endoprothèses, liée essentiellement à la taille des mailles et aux polymères non résorbables, et enfin aux médicaments qui ralentissait le phénomène de cicatrisation et du recouvrement de l'endothélium au niveau de la prothèse. Et tout ça a peu freiné le développement des endoprothèses actives. Et c'est pour ça que dans les recommandations que vous connaissez, les durées de traitement qu'on utilise pour éviter les
thrombose de stent sont variables en fonction de la nature de l'endoprothèse, qu'elle soit nue ou qu'elle soit active. Et en 2013, eh bien, en fait, ces différences n'existent plus. D'accord ? Parce qu'encore, les endoprothèses actives ont fait des progrès. Et si on utilise le bon outil eh bien, chez le bon patient, eh bien, on arrive encore à faire progresser les choses. Et voici un petit peu, en anglais, disons, les enjeux en fait, de ces techniques. Et vous voyez que, tout d'abord, le polymère, il est devenu résorbable. C'est-à-dire que le polymère, il disparaît. Donc on a réussi à faire des polymères qui disparaissent. Donc l'endoprothèse sert de tuteur. Hein, et les premières semaines, en fait, ce tuteur va être pharmacoactif et va empêcher la resténose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, eh bien, le polymère va disparaître et donc la thrombogénicité des endoprothèses a considérablement diminué. De telle sorte qu'en 2013-2014, eh bien, la thrombogénicité des stents actifs, elle est identique à celle des stents tenus. Pourquoi ? Parce que eh bien, les plateformes métalliques sont les mêmes, c'est-à-dire que la taille maintenant eh bien, des mailles métalliques sont les mêmes, et le polymère est complètement résorbable. D'accord ? Donc les choses eh bien, ont changé, et maintenant on utilise ces endoprothèses actives de plus en plus fréquemment, et en particulier dans des situations comme l'angioplastie primaire, c'est-à-dire l'angioplastie de l'infarctus du myocarde, où c'était considéré comme étant des mauvaises indications à cause de cette thrombogénicité. Donc voici un petit peu les progrès qui ont été faits. Hein, donc tout d'abord, les polymères qui sont résorbables. Ensuite, la possibilité eh bien, de contrôler l'élution. Hein, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'élution vers la paroi vasculaire, mais aussi on peut faire de l'élution vers la lumière vasculaire. Donc on peut contrôler la direction eh bien, du relargage des médicaments. Et enfin, on a maintenant des plateformes qui sont biodégradables. Un peu comme les chirurgiens, vous savez, orthopédiques qui ont des vis biodégradables quand ils vous refont des chirurgies orthopédiques. Et bien là, on a des plateformes qui sont complètement biodégradables. Hein, et le plus souvent, elles sont en acide polylactique. Alors, qu'est-ce que c'est l'acide polylactique ? Eh bien, c'est un polymère qui a eh bien, la propriété d'être rigide et ensuite de se solubiliser quand il est en contact eh bien, de la paroi vasculaire. Et l'endoprothèse que vous allez mettre, en fait, en 6 mois, eh bien, elle va disparaître. Donc, si vous voulez, l'endoprothèse, une fois qu'elle va être mise, elle va jouer son rôle de tuteur métallique. Et ensuite, en fait, elle va disparaître. Et en disparaissant, donc, le polymère disparaît, la drogue disparaît, et la plateforme métallique disparaît. D'accord ? Et donc, on rend, si vous voulez, l'endroit qui a été traité vierge hein, de toute prothèse. Donc l'intérêt, c'est quoi ? Eh bien, c'est que si la maladie progresse, on doit revenir à côté, on peut revenir à côté facilement. Et le deuxième intérêt biomécanique, c'est que, je ne sais pas si vous êtes allé dans les magasins Ikea, hein, où vous voyez leurs sièges hein, qui tordent sur des presses. Eh bien, le stent, il faut que vous ayez l'image, eh bien, que l'artère coronaire, c'est une presse, hein, puisque ce sont des petits vaisseaux tortueux et qui sont mobiles. Hein. Et donc, environ 11 000 fois par jour, eh bien, le stent, quand il est dans une zone tortueuse, eh bien, il subit une contrainte mécanique qui est liée en fait au battement cardiaque. Et ce stent, il finit par se fracturer, et on a des thromboses tardives qui sont liées à des fractures de stent. Et grâce eh bien, à ce stent biodégradable, eh bien, on fait disparaître quasiment tous les effets secondaires néfastes de l'endoprothèse qui a été mise en place. D'accord ? Et ce dont je vous parle, ce n'est pas le futur, c'est des stents qu'on pose maintenant dans la vie de tous les jours. D'accord ? Alors, ils n'ont pas encore les propriétés biomécaniques des stents métalliques qu'on a, puisqu'on n'a pas encore des endoprothèses biodégradables qui sont aussi fines que ce qu'on voudrait avoir, mais on y arrive. Alors, les médicaments, comme je vous l'ai dit, ne sont pas tous égaux. Donc, vous voyez ici, par exemple, les incidences de thrombose de stent en fonction du type eh bien, de drogue qu'on utilise. Ici, vous avez le sirolimus et ici, vous avez l'evrolimus. Donc, ils ont quasiment les mêmes propriétés sur le cycle cellulaire, mais à des petites différences près. Et vous voyez que eh bien, la différence se fait lorsqu'on évalue le taux d'événement. D'accord ? Donc maintenant, on choisit l'endoprothèse en fonction du type de médicament qui est dans le polymère. Et vous voyez qu'on fait des progrès. Alors vous voyez que ces taux sont ridiculement bas. Hein. C'est 1,5, 2%. Dans la vraie vie, c'est probablement un petit peu plus élevé, hein, mais c'est plus les 15% qu'on avait il y a une vingtaine d'années. Et vous voyez que, eh bien, lorsqu'on regarde sur le long cours le suivi de ces patients, eh bien, on voit qu'il y a des vraies différences.
et que ces vraies différences sont liées aux propriétés pharmacologiques des drogues qu'on utilise à plateforme égale. Donc on fait des progrès. Ensuite, le polymère, je vous l'ai dit qu'il pouvait être biodégradable, hein, et vous voyez que ces polymères biodégradables, eh bien, c'est une avancée pour l'angioplastie coronaire. Et vous voyez que lorsque vous avez un polymère biodégradable par rapport à un polymère non biodégradable, eh bien, lorsqu'on regarde le risque de thrombose de stent, eh bien, il baisse. Donc vous voyez que ces taux annuels sont très faibles. Hein, c'est de l'ordre du demi, voire du %. D'accord ? Quand vous faites les taux cumulés sur des années suivies, c'est là où on voit les différences. Donc ça vous montre que pour étudier aussi eh bien, ces nouvelles technologies, eh bien, il faut changer notre façon de faire les études cliniques. Et les études cliniques qui sont faites ici nécessitent plusieurs milliers de malades. D'accord ? Et nécessitent aussi des techniques d'imagerie endocoronaire. Donc vous voyez, tout change. Hein, ce n'est pas simplement la technique, la procédure qui est utilisée pour utiliser la nouvelle technologie, mais c'est aussi l'évaluation de la technologie. Et c'est ce qui permet de faire des progrès et de changer les pratiques. Vous voyez par exemple ici ces stents biodégradables qui sont utilisés à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde, eh bien ça a un vrai bénéfice. Hein, et vous voyez ici, ce sont des durées de suivi plus courtes, des nombres de malades moins importants, mais quand on regarde sur la thrombose de stent, eh bien on voit une différence entre le stent métallique et le stent actif avec un polymère biodégradable. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans, c'était encore interdit de mettre des stents actifs à la phase aiguë de l'infarctus de myocarde parce que c'était thrombogène. Et vous voyez que 5 ans après, avec les progrès technologiques, eh bien, le discours est complètement différent. Alors ensuite, lorsqu'on a changé le discours, il faut changer les recommandations et faire changer les pratiques avec les gens qui vont s'occuper des patients qui ont des stents, et notamment vous les anesthésistes, parce que vous vivez avec la vision que le stent actif est plus thrombogène que le stent tenu, et à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas vrai. D'accord ? Et c'est un message important qui est à faire passer. Alors la phase aiguë de l'infarctus du myocarde, eh bien c'est difficile de faire l'angioplastie. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que les patients ne sont pas toujours très bien, et ensuite l'artère est parfois occluse, ou elle est spasmée, il y a du thrombus, et on a du mal à anticiper la taille du vaisseau que l'on doit traiter. D'accord ? Et souvent, les stents qu'on utilise, ça fait prespurer, hein, c'est-à-dire qu'on va soigner la plaque, on va écraser le thrombus, et tout ça, ça va migrer, ça va emboliser dans la distalité, et on va se retrouver, malheureusement, avec une microcirculation eh bien, qui n'est pas efficiente, et un malade qui, finalement, est non reperfusé. Donc, on a des nouvelles technologies, comme par exemple les ce qu'on appelle les stents auto-expandables, qui permettent de s'affranchir de tous ces écueils des stents classiques, avec notamment le risque de malaposition, le risque de surdilatation, avec tous les phénomènes qui s'en suivent, hein, la thrombose de stent, le no-reflow, la malaposition tardive qui va aboutir eh bien, à des phénomènes de thrombose tardive, les dissections, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Donc on a des stents au nitinol, donc la particularité du nitinol, je n'ai rien fait, eh bien c'est un stent en fait qui va se conformer tout seul eh bien, à la lumière vasculaire. Donc on va le sortir de sa gaine dans le vaisseau et il va s'apposer tranquillement dans le vaisseau. Et l'intérêt du nitinol, c'est que en fait, il continue à s'expandre avec le temps et surtout il durcit avec le temps et ça évite des phénomènes de malaposition, s'il vous plaît, pour remettre l'image, et des problèmes de presse-purée qu'on peut voir avec les stents classiques. Et c'est des techniques qui sont en cours eh bien, d'évaluation. On va laisser remettre les images. Et est-ce que vraiment la technique pourrait faire quelque chose de définitif sur cette salle, parce que c'est très gênant. Pardon, monsieur ? Ah ben voilà, ouais, c'est très bien. Donc on est prestataire fasse preuve d'efficacité là maintenant, parce que c'est difficile. Oui, non, je sais bien, mais peut-être le repasser une deuxième fois. Donc là, c'était pour vous montrer comment on déploie ces stents. Et finalement, on arrive, eh bien, vous voyez, avec une parfaite apposition de l'endoprothèse et des phénomènes d'embolisation eh bien, minimes. Donc c'est des progrès technologiques. Hein, et sur ce nitinol, on peut mettre un polymère et on peut mettre des drogues et rendre eh bien, le stent actif. D'accord ? Vous voyez ici avec l'imagerie endocoronaire, hein, vous voyez que les stents, on ne les appose pas toujours très bien au niveau de l'endothélium. Hein, et vous voyez avec un stent auto-expandable, eh bien, on arrive à une expansion qui est parfaite. Hein, et quand le stent est mal expandu dans le vaisseau, comme vous pouvez le voir ici,
eh bien, il peut y avoir des phénomènes de thrombose, subaiguë ou tardive, qui se produisent. Et l'intérêt d'utiliser ces nouvelles techniques, c'est d'améliorer eh bien, le geste. Alors ensuite, vous avez les stents bioabsorbables, je vous en ai parlé, et le challenge du stent bioabsorbable, c'est d'avoir quelque chose de suffisamment rigide pour avoir le gain initial de l'angioplastie, comme vous pouvez le voir. Parce que si votre tuteur n'est pas suffisamment rigide assez longtemps et qui disparaît trop vite, vous avez un retour élastique du vaisseau et vous perdez le bénéfice de votre angioplastie. Donc vous voyez que c'est un savant dosage entre la force radiale, la durée pendant laquelle la force radiale va être présente et la disparition ensuite du polymère. Et tout ça, ça demande de nombreuses études. Donc vous voyez, vous avez un gain initial et ensuite, en fait, vous voyez le stent ici, quelques mois après, a complètement disparu du vaisseau. D'accord ? Donc ici, vous voyez un stent nu classique qui va rester à vie. Et ici, vous voyez quelques mois après, un stent biorésorbable, l'endothélium a retrouvé sa liberté et le vaisseau a retrouvé toutes ses propriétés biomécaniques et pharmacologiques comme avant. Et vous voyez qu'avec ces stents bioabsorbables, vous avez une perte, vous pouvez avoir un phénomène de retour élastique si le polymère n'est pas en quantité suffisamment grande pour pouvoir prévenir ces phénomènes de retour élastique. Et vous voyez que les progrès sont considérables. On est déjà au quasiment troisième génération avec des épaisseurs de mailles qui sont aux alentours maintenant de 100-120 microns, et ce qui va permettre en fait aux angioplasticiens de l'utiliser dans des endroits où on n'aime pas trop aller avec des endoprothèses qui sont difficiles à larguer, comme par exemple des tortuosités, des zones calcifiées. Donc tout ça, ça fait des progrès. Donc tout ça pour vous dire que la technologie progresse. On a également des outils disons pharmaco-invasifs, et ici par exemple vous avez des cathéters d'aspiration qu'on utilise à la phase aiguë de l'infarctus. Alors ce qui est intéressant quand on évalue toutes ces technologies, c'est qu'on a beaucoup d'intuitions en médecine et souvent ces intuitions deviennent des convictions lorsqu'on utilise ces nouvelles technologies parce qu'on les aime tellement qu'on est persuadé que ça marche. D'accord ? Et quand on évalue ça de façon disons prospective, randomisée, bien faite, parfois on a des surprises et les intuitions ne se vérifient toujours pas en médecine. Alors vous voyez par exemple ici la thromboaspiration à la phase aiguë d'infarctus du myocarde. Le principe c'est qu'on a un petit cathéter, on le met dans l'artère occluse, on absorbe le caillot, on sort de l'artère, ensuite on met le stent et vous voyez sur la mortalité c'est magnifique. Donc ça ce sont des petites études monocentriques. Quand on fait ça de façon prospective sous plusieurs milliers de malades, ici 6000 malades, vous voyez que le bénéfice n'est pas aussi évident et aussi joli qu'on pourrait l'avoir cru. Et c'est pour ça qu'il faut être capable maintenant de faire des études randomisées dans des registres où le coût est moindre et où les investigateurs deviennent indépendants des industriels pour poser des questions de docteurs et répondre à des questions de docteurs. Alors je vois qu'il me reste plus beaucoup de temps, donc je vais passer. Évidemment, les procédures, c'est important, et vous voyez l'intérêt de la voie radiale, donc ça a permis de faire des progrès, d'éviter les complications hémorragiques, d'à peu près 1 sur 2. Et vous voyez ici l'arrivée de l'angioplastie primaire dans les années 2000, par rapport à la thrombolyse. Et actuellement en France, lorsque les malades sont reperfusés, c'est à peu près, disons, 70-80% d'angioplastie primaire et 20-25% de thrombolyse. Et vous voyez que également ça a permis d'infléchir la mortalité de ces malades. D'accord ? Donc des progrès vraiment importants. Et vous voyez ici une méta-analyse en réseau qu'on a fait sur l'apport de l'angioplastie dans la maladie coronaire stable. Ce n'est pas votre pain quotidien, puisque vous voyez des urgences, mais pour l'angioplastie de la maladie coronaire stable, c'est le pain quotidien. D'accord ? C'est là où l'angioplasticien fait le plus de gestes, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus bénéfique aux malades. D'accord ? Parce que le nombre de malades à traiter pour éviter un décès ou améliorer l'ischémie, c'est pas si évident que ça, alors qu'à la phase aiguë de l'infarctus, c'est clair, les démonstrations sont faites. Et vous voyez ici l'apport du pontage par rapport au traitement médical chez des malades qui sont bi- ou tritronculaires, et vous voyez l'apport de l'angioplastie. Et on voit ici progressivement que les technologies s'améliorent et que la mortalité est réduite par rapport au traitement médical. Donc vous voyez ici l'angioplastie au ballonnet, l'angioplastie au stent tenu,
n'a aucun bénéfice par rapport au traitement médical chez le coronarien instable. D'accord ? Ce qui apporte, c'est le stent actif de dernière génération. D'accord ? Donc vous voyez qu'il faut sans cesse bien évaluer ce qu'on fait. Alors j'ai 1 minute, si tu me l'accordes, pour finir. La cardiologie interventionnelle, ce n'est pas que les stents dans les coronaires. Il y a aussi ce qu'on appelle la cardiologie structurale. Et vous voyez ici, je veux dire un cœur avec une oreillette gauche. Vous voyez l'auricule gauche. C'est la source des thrombis chez les malades qui sont en FA. Et maintenant, on peut les fermer. Et c'est intéressant chez les patients âgés, chez lesquels le traitement anticoagulant est difficile à maintenir. Et ce sont de vraies alternatives thérapeutiques. On en fait de plus en plus. Vous avez également entendu parler des TAVI, c'est-à-dire le remplacement valvulaire percutané. En France, on fait à peu près 12 000 TAVI, et il y en a à peu près 12 000 remplacements valvulaires classiques, et donc 4 000 sont faits par les valves percutanées. Et maintenant, les procédures de valves percutanées, ça prend 1 heure, 1 heure et demie. C'est réservé à des gens qui sont âgés, qui ont des comorbidités. En général, on le fait après l'âge de 85 ans ou chez des malades qui ont des thorax hostiles, mais ça a révolutionné la prise en charge du rétrécissement aortique. D'accord ? Et on en fait de plus en plus avec des évaluations qui sont évidemment prospectives dans l'étude randomisée. Et vous voyez les stents qu'on utilise ici. C'est comme un stent qu'on met dans la valve aortique ou un stent en nitinol qu'on va glisser, qui va s'auto-expandre dans la valve aortique. Donc vous voyez, c'est la cardiologie structurale. Et maintenant, on est passé également à la valve mitrale, avec la possibilité de réparer des fuites mitrales sur des patients qui ont des fuites fonctionnelles sur des anneaux dilatés, dans le cadre de cardiopathie dilatée. Et vous voyez qu'on peut aller attraper les feuillets mitraux et réduire la fuite grâce à ces petits clips qu'on met par voie transseptale. C'est la technique du MitraClip, on peut en mettre 1 ou 2. Et chez les patients qui sont non opérables ou chez qui la chirurgie n'a pas des très bons résultats, ce sont des techniques qui sont d'avenir. Et donc vous voyez que le métier de chirurgien change. Les chirurgiens se mettent à faire ces techniques percutanées et le métier de cardiologue interventionnel change. On s'est mis à faire du TAVI, on se met à faire du MitraClip, on se met à visser des anneaux dans les anneaux aortiques par voie percutanée. Donc la cardiologie, vous voyez, change énormément. Et ce qui est le plus important, ce n'est pas le progrès, mais c'est la façon dont on va l'utiliser et la façon dont on va l'évaluer pour permettre aux techniques de survivre et d'améliorer le pronostic de nos patients. Je vous remercie.